de votre fidélité. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder ou à nous partager avec votre entourage. Merci encore. Et aujourd'hui, nous revenons encore sur la pandémie, mais cette fois pour en savoir davantage, grâce à un livre dont je vous recommande tout de suite la lecture, qui s'appelle 50-60, du nombre correspondant aux morts. Et comme dit le livre, c'est une fois et demie le drame terroriste des tours à New York. Non, et ça se passe chez nous. Alors, pour en parler, une des autrices, je ne sais pas comment on dit, est-ce qu'on dit auteur ou autrice, peu importe, Ariane Lacourcière, bonjour. Bonjour. Ça doit être Ariane comme le fil d'Ariane, hein? On- Exactement ça. Alors d'abord, merci parce que je voulais vraiment vous dire bravo pour ce travail objectif et bouleversant. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, il y a deux sortes de vérités, hein. Il y a la vérité que les gens connaissent pas. Bon, parce qu'elle n'est pas révélée, elle n'est pas... donc c'est une vérité que vous sortez des faits qui vous sont racontés, puis vous analysez, puis là, vous sortez une vérité. Euh, et puis, il y a la vérité que certains veulent vous cacher. Elle est là, elle est toute cuite, mais on veut la cacher. Alors, on va commencer par la première. Euh, Vous avez, je pense, non seulement dit la vérité, transmis la vérité des témoignages, mais vous avez construit aussi une interprétation des faits. Ben, en fait, notre travail comme journaliste, puis je pense qu'on le fait dans le livre, c'est d'aller chercher la version de tout le monde, puis ensuite d'en faire justement un tout cohérent pour pouvoir retracer le fil de cette histoire-là. Donc, 5060, vous l'avez dit, là, c'est le nombre de décès qui sont survenus dans les CHSLD lors des deux premières vagues de la pandémie. C'est un nombre qui est considérable. Justement, là, comme vous l'avez dit, c'est une fois et demie la tragédie du 11 septembre. Donc, nous, avec les deux collègues, Katia Gagnon, Gabrielle Duchesne, on s'est dit, il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli, cet événement-là. On a cette tendance-là, des fois, à oublier ce qui a fait mal. Donc, on a vraiment fait un grand tour d'entrevues. On a fait peut-être une centaine d'entrevues, même un peu plus, là, pour produire cet ouvrage-là. On a interviewé des politiciens, des intervenants du domaine de la santé, des familles. On a vraiment fait le grand tour pour pouvoir arriver. En fait, on voulait surtout, pas tant une interprétation, là, comme vous avez mentionné, mais plus un récit. Vraiment, là, du début à la fin, prendre le lecteur par la main pour revenir sur cette crise-là, puis aborder tous les angles, lever toutes les pierres pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont accordé des entrevues, puis honnêtement, tout le monde a été assez franc. Donc, on n'a pas eu besoin de faire une tonne d'interprétation parce que les gens avaient envie de revenir sur les événements et l'ont fait avec une honnêteté, une franchise, une certaine candeur dans certains cas, là. Vraiment parce que tout le monde, je pense, ne voudrait pas que ça se répète. Quand on subit un événement comme témoin, tout simplement, on est parfois tellement pris par l'émotion ou pour différentes raisons, on ne sait pas ce qui se passe. Les gens disent, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc votre travail a consisté à réunir les impressions, les avis, les opinions, les témoignages, et puis à passer ça à la moulinette, si j'ose dire, jusqu'à faire surgir justement la vérité. Vous pouvez assister à la mort d'un malade, mais vous ne savez pas qu'il y en a 5000 qui vont mourir. Vous voyez bien qu'il y a des problèmes, mais c'est ça le travail d'un journaliste aussi, non? Oui, il y a toute une portion justement de combiner, je dirais, les témoignages de tout le monde pour essayer de couvrir tous les angles possibles et imaginables. C'est sûr qu'on essayait aussi de garder à l'esprit, on ne voulait pas non plus jouer au gérant d'estrade. C'est assez facile d'arriver 2 ans plus tard puis de dire, Ouais, ah, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ouais, ça. ouais. Il faut quand même se replacer à l'époque, à la première vague, là, c'était vraiment un virus qu'on ne connaissait pas. Il y avait beaucoup d'inconnus. Donc, c'est sûr on a essayé de ne pas tomber là, dans
donner des leçons et dire on aurait Oui, donc dû, oui. mais on voulait vraiment arriver avec plus un ouvrage justement qui livre un récit et qui pourrait servir éventuellement si justement on se retrouve dans une autre crise semblable et qu'on ne veut pas répéter certaines erreurs, dont ce fameux angle mort des CHSLD qui a vraiment été un angle mort. C'est ça. Alors, maintenant, j'en viens au contenu. Euh, on a compris ça, par contre, que il n'y avait pas de masque, ça manquait de matériel, ça manquait d'organisation différente, d'isoler les malades dans des zones dites chaudes ou froides. On a compris très vite que le personnel était parti affolé ou malade, tout simplement, ou touché par la contamination. On a compris vaguement aussi qu'il y avait comme une magouille, mais pas volontaire, par ignorance la plupart du temps, quand on a transféré les malades pour libérer des lits d'hôpitaux, on les a transférés avec leurs microbes, si j'ose dire, dans les CHSLD. Donc on a fait ce qu'il fallait pas faire. Euh, Par contre, ce qui est très frappant, notamment dans votre récit, c'est l'anxiété qui a l'air de régner peu à peu. C'est pas seulement l'anxiété au lit du malade ou très proche de la réalité, c'est par exemple l'anxiété de la haute administration. On voit un sous-ministre qui témoigne, M. Bergeron pour ne pas le nommer, qu'il Gendron. Gendron, Gendron, pardon. pardon, oui, qui veut apaiser, empêcher l'anxiété de grandir, mais du coup, on voit la haute administration et les responsables des ministères et du gouvernement ne pas faire ce qu'ils auraient dû faire pour certains, parce qu'on ne parle pas de gaffe ministérielle, on parle de comme si ça n'existait pas, comme si on voulait pas le dire. Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement, on amène le lecteur dans les coulisses de toutes ces décisions-là qui se sont prises, puis toutes ces journées extrêmement importantes qui tournent tout autour environ du 10 avril, qui est la fameuse journée où le collègue de la Gazette a sorti Oui, le scoop CHSLD Héron. Pour plusieurs personnes au gouvernement, c'était une surprise. Certaines avaient déjà entendu parler de l'histoire, on en a entendu parler la semaine dernière, mais pour plusieurs, l'ampleur de la tragédie, ça vient à leur connaissance le 10 avril. Du moins, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Et donc, ça ramène, vous parlez du sous-ministre Gendron, ça, il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé que M. Gendron, c'est un fonctionnaire d'expérience. Personne n'a remis en question ses compétences, mais il y avait une tendance à être extrêmement réconfortant, à justement vouloir calmer le jeu, à dire que tout était sous contrôle, alors que dans certains dossiers, c'est peut-être pas le cas. Puis, ben, il y a certaines personnes qui ont mentionné que peut-être qu'en situation de crise, cette posture-là ne l'a pas nécessairement servi. Qu'il y a certaines journées, justement, quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. À sa décharge, le réseau de la santé a un travers qu'il a encore aujourd'hui. C'est extrêmement difficile d'avoir des données. Donc, savoir qu'est-ce qui se passe, avoir l'heure juste, savoir combien il y avait de CHSLD avec des cas à ce moment-là, c'était impossible de le savoir parce que les données n'existaient pas. Puis ça, on le raconte dans le livre, tous les jours, le premier ministre venait à la cellule de crise et voulait des données là-dessus. Combien de CHSLD, combien de cas, combien de décès. Ça a été quand même assez long avant d'être capable de faire une liste qui était valable aussi parce que nous-mêmes à la presse, on avait obtenu une espèce de liste temporaire qui avait été faite. On avait décidé de la publier quand même à l'époque parce que c'était le seul document qui existait avec des données. Elle était imparfaite. Il y avait des CHSLD qui étaient là-dessus, qui n'avaient pas de cas, mais qui étaient identifiés avec des cas. Donc, au-delà là, de cette posture du sous-ministre, il faut dire que le réseau en entier naviguait sans données, un peu à l'aveugle au début. Donc, il partait de loin. On pourrait plaider, par contre, qu'il y a des choses qui sont mieux. Aujourd'hui, on est capable de savoir à tous les jours combien il y a de cas dans tous les établissements hébergeant des aînés au Québec, mais on a encore des fax, on a encore des dossiers patients en papier dans les hôpitaux, on a encore un petit peu de chemin à faire. bon, là, évidemment, vous venez de le dire, la machine, on va l'appeler comme ça, là où le système était sous-équipé, etc., tout ce que vous venez de dire.
Mais en plus, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi euh, ce qu'on appelle maintenant l'agisme, c'est-à-dire une espèce d'état oh, les vieux, c'est pas grave, les vieux, c'est fait pour mourir, alors que ce soit d'un microbe ou d'un autre, c'est pas grave. C'est une espèce d'indifférence organisée, si vous voulez. Ça, je vous dirais que moi, j'en ai été témoin pour avoir écrit beaucoup lors de la première vague sur ces décès en CHSLD. On recevait parfois des courriels de gens qui nous disaient, oui, mais de toute façon, ces gens-là, ils seraient morts. Ah, De toute oui, façon. oui, Puis nous, ben, ça nous ébranlait tout le temps parce que il y a une façon de mourir oui. aussi, je pense. Puis les histoires qu'on raconte dans notre livre, dans certains cas, je pense que personne ne veut mourir de cette façon-là. Mourir déshydraté, mourir seul aussi. On se souviendra qu'il n'y avait pas de proche aidant dans les CHSLD pendant un bon bout de temps à la première vague. Donc, je pense que ça, euh, on peut pas souhaiter ça à Oui, bien personne. sûr, Puis donc, ça, bien sûr. l'âgisme, on l'a vécu. On recevait des courriels qui nous mentionnaient ça. Puis pour nous, c'était un peu inacceptable. Puis ça motivait un peu aussi cet ouvrage-là de dire, c'est pas vrai que c'était 5060 décès de gens qui seraient morts de toute façon. Ils ne seraient pas décédés tous dans des circonstances comme ils ont eu. Puis d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on a tenu aussi dans le livre, à chaque début de chapitre, on met un témoignage d'une famille, d'un proche qui est décédé pendant la première vague, parce qu'on voulait aussi ramener l'humain derrière ces décès-là, parce que chaque personne qui est décédée, ben, c'était des personnes qui avaient vécu des vies extraordinaires ou plus ordinaires, mais on l'oublie des fois. Puis même encore aujourd'hui, on a des décès à chaque jour liés à la COVID-19. On dit, ah, 2 décès de plus, 3 décès de plus, 10 décès de plus, mais c'est des gens, ces personnes-là. Là. Donc, on voulait ramener un peu d'humanité derrière tout ça. Donc ça, moi, je vous dirais, l'agisme, on l'a vécu dans les courriels. Pour ce qui est plus des décisions, c'est sûr que moi, je trouve que c'est un peu la question qui reste en suspens, malgré toutes les enquêtes du coroner qui n'est pas terminé encore. Le rapport n'est pas public, mais il y a encore beaucoup de questions, justement, par rapport à quelle vitesse, justement, on a pris les décisions quand on a su l'ampleur de la crise dans les CHSLD. C'est peut-être là qu'il reste certains fils à attacher. Dans notre livre, la ministre Blais dit, par exemple, pour le scandale du CHSLD Héron, qu'elle avait été informée, mais qu'elle se faisait dire que la situation était sous contrôle, donc elle n'est pas intervenue tout de suite. La machine n'est pas intervenue tout de suite. Mais elle nous a mentionné qu'elle a crié beaucoup à la Oui, cellule de crise. Elle a oui. essayé d'alerter les autorités, de dire les fameux transferts de patients des hôpitaux vers les CHSLD. Elle et sa chef de cabinet l'ont mentionné d'arrêter de faire ça, que ce n'était pas une bonne idée. Madame Blais connaît les CHSLD, avait fait une grande tournée des CHSLD. Elle savait qu'il n'y avait pas le personnel suffisant pour accueillir tous ces patients-là. Est-ce qu'on l'a écouté? Si oui, quand? Est-ce qu'on l'a écouté assez rapidement? Il y a quand même encore des questions, je dirais, par rapport à ça. Est-ce que c'est de l'agisme? C'est pas nécessairement à moi de dire ça. Il faut quand même se souvenir qu'à la première vague, on était persuadé que le virus allait frapper dans les hôpitaux, comme ça avait été le cas en Europe, en Italie. On l'attendait dans les hôpitaux, ce virus-là. Donc, c'est les hôpitaux qu'on a préparés. Alors, peut-être une dernière question, mais pas moins importante. Et maintenant, d'abord, peut-être détail, mais est-ce que vous êtes toujours sur ce dossier-là? Est-ce que vous allez sortir un deuxième tome sur la troisième, quatrième ou sixième vague? Est-ce que vous êtes toujours intéressé à travailler là-dessus, affecté à ça ou pas? Je pense qu'on n'a pas prévu un tome 2 de ce livre, ne serait-ce que pour notre propre Oui, je santé, parce comprends. que c'est beaucoup de travail de produire un livre. Mais moi, je continue de couvrir la santé à la presse. Là, ça fait déjà au-dessus de 15 ans que je fais ça. Puis le sujet des personnes âgées, en fait, je m'y intéresse depuis 15 ans. OK. Là. J'ai fait des articles sur les CHSLD, les soins à domicile. Je vous dirais que pour la suite, assurément, le gouvernement a mentionné son intention de faire un virage massif vers les soins à domicile. C'est commencé, il y a plus d'investissements, entre autres, mais on va quand même faire face comme population à un phénomène
Je sais que les gens n'aiment pas le terme, là, l'expression, mais le tsunami gris. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que c'est un peu péjoratif, mais en fait, la réalité, c'est que démographiquement, on a vraiment beaucoup de personnes âgées qui vont devenir âgées tout en même temps dans les prochaines années. La population vieillit de façon extrêmement accélérée. Donc, ça va prendre une solution pour être capable d'offrir des soins de qualité puis des fins de vie dignes à tous ces gens-là. Les soins à domicile, c'est assurément une avenue qui est souhaitée par plusieurs personnes. Puis je pense que la pandémie n'a fait que renforcer ce désir des individus de rester à la maison le plus longtemps possible. Mais encore faut-il qu'il y ait des bons services C'est bien ça. organisés. Mais je vais vous rappeler que il y a un monsieur qui n'est pas mort il y a très longtemps, mais qui a été ministre de la Santé, qui s'appelait Rochon, et qui a lui aussi démarré un virage ambulatoire, comme on disait à l'époque, avec un maintien à domicile accéléré. On dirait que c'est comme s'il y avait un lobby, on va dire ça comme ça. J'ai pas fait enquête, mais un lobby médico-hospitalier qui était si bien organisé que tout le pognon, et Dieu sait s'il y a des milliards, file vers l'hôpital, vers le médical, et non pas vers le monde ordinaire, les besoins de proximité, le dialogue avec la communauté pour qu'il y ait une santé individuelle et publique digne justement de bonne réputation. Comment ça se fait que ça résiste autant à ce qui nous paraît maintenant une grande évidence? Ben, en fait, votre impression a été confirmée par l'ancien ministre de la Santé, Régent Hébert, qui a Oui. fait une analyse, il est rendu professeur maintenant, puis il a analysé ces données-là. Lui, ça l'intriguait beaucoup de savoir comment ça se fait qu'au fil des ans, on augmente le financement des soins à domicile, mais que sur le terrain, dans le concret, les listes d'attente restent toujours aussi longues, l'intensité de service n'augmente pas. Puis il a découvert que dans les établissements de santé, c'est tellement gros maintenant, un établissement de santé, le budget est le même. Tout le monde puise à même la même cagnotte pour les hôpitaux. Donc, il se trouvait que dans plusieurs établissements, même si l'enveloppe des soins à domicile augmentait, elle était ponctionnée C'est vers d'autres ça, c'est services, ça. essentiellement les C'est ça. mais là, je vous dirais qu'actuellement, c'est vraiment une réalité qui a été prise en considération parce que présentement, les investissements qui sont faits pour les soins à domicile, il y a une clause et ces montants-là doivent vraiment être pour les soins à domicile. Ils ne peuvent pas être Ah, contournés, détournés à d'autres fins. Donc, je pense on a scellé un peu là, bon, cette vache à lait des CHSLD qui servait à financer oui. d'autres secteurs. Donc, ce n'était pas une impression que vous aviez, effectivement, ça a été documenté que les sommes augmentaient, mais que les services n'augmentaient pas dans la même proportion, mais le gouvernement actuel essaie Ah de ben c'est corriger ça. ça. Parce que Régent Hébert avait constaté ça, que euh, justement, quand un grand établissement hospitalier avait un déficit, il pompait dans la caisse pour arriver à rééquilibrer ses comptes en fin d'exercice, hein. C'est souvent arrivé, comme vous le dites, un véritable détournement des faits. Détournement de fric, je veux dire. Alors, vous savez peut-être, probablement vous avez été informé que Régent Hébert a été nommé dans un comité à Ottawa. Est-ce que c'est son enterrement à lui aussi? Vous savez, hein, on a souvent dit en politique, hein, que quand on veut éviter les problèmes politiques et politiciens, on crée un comité, on crée une commission. Bon, Je pense que ça va prendre plus que ça pour faire bon, taire c'est M. ça, hein, Hébert. il a la peau dure, hein. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Je trouve encore une fois votre travail 50-60 tout à fait extraordinaire. Je le dis alors que j'ai baigné dedans, je vous dis, depuis l'âge de 20 ans, donc je connais les problèmes, mais j'y suis encore extrêmement sensible, sous votre écriture notamment. Mais c'est pas une écriture de sensation en même temps. J'allais dire, c'est une écriture de réalité très descriptive et très éclairante. Alors, merci beaucoup. Vous transmettrez aussi, évidemment, à Madame Duchesne et à Madame Gagnon, parce que vraiment, vraiment, mes félicitations. C'est un excellent travail Merci beaucoup. et peut-être à très bientôt.